Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, écrivait Nicolas Boileau. Alors, est-ce si simple? Et ne pourrait-on pas envisager l'inverse, à savoir que le fait de maîtriser les mots permet au contraire de structurer sa pensée? Alors, quelle est la force du langage pour la jeunesse d'aujourd'hui? On en parle tout de suite avec nos invités, c'est dans un instant. Si on pouvait jouer de la musique avec un orchestre symphonique depuis son canapé, c'est ce que propose l'application Nomad Play qui désormais s'associe avec Nathan pour accompagner les enfants dans leur éducation musicale. On en parle en deuxième partie d'émission. Enfin, dans Quoi de neuf sur les réseaux, Loïc Landreau s'intéressera aux créateurs de contenu qui proposent des cours d'histoire pour les jeunes. Pas toujours fiables, justement. Attention, tout de suite, on retrouve Loïc pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. C'est évidemment la consternation, l'émotion, l'effroi qui ont dominé cette journée suite à l'assassinat d'Agnès Lassalle, professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz. Oui, les hommages ont effectivement été nombreux tout au long de ce jeudi. Ce matin, le collège-lycée était néanmoins ouvert, même si tous les cours avaient été annulés. Les professeurs et les élèves qui le souhaitaient sont venus se recueillir, déposer des fleurs ou des mots de condoléances. Ils ont également pu échanger avec une dizaine de psychologues présents au sein de l'établissement depuis hier. Et c'est toujours l'incompréhension qui règne puisque ce collège-lycée privé catholique est réputé pour la qualité de son enseignement et sa tranquillité. Je vous propose d'écouter le témoignage de Frédérique Espagnac. Elle est sénatrice des Pyrénées-Atlantiques et elle s'est rendue sur place dès hier. Elle en a dévoilé davantage sur la personnalité de l'assassin présumé et ses antécédents. Ce jeune était arrivé dans ce lycée en septembre et qu'il avait choisi lui-même ce lycée et qu'il avait eu à cœur d'y venir parce que justement il avait eu des échos de jeunes qui lui avaient dit que c'était un lycée paisible où le climat était serein et apaisé. Et je crois que ce jeune avait eu la volonté de venir justement dans cet établissement pour ça. Surtout, a priori, il n'y avait pas eu, enfin en tout cas des éléments qu'on a pu avoir, encore une fois, je ne suis pas enquêteur, donc quelques petits échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, il n'y avait pas eu d'antécédent entre cet élève et sa professeure, d'où l'incompréhension. Loïc, où en est l'enquête à l'heure où nous nous parlons? Eh bien, l'élève de 16 ans a été placé en garde à vue dès hier midi pour tenter d'éclaircir son geste. Une garde à vue prolongée de 24 heures ce matin. D'après les premiers éléments, l'adolescent affirme avoir entendu des voix. Le motif terroriste n'a pas été retenu. Il devrait être mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire malgré sa minorité. Et d'autres questions ont aussi occupé les enquêteurs. Oui. Pourquoi cette enseignante en particulier et comment cet élève a pu faire entrer un couteau au sein de son lycée sans être inquiété, ce qui repose en fait la sempiternelle question de la sécurisation des établissements. Et sur ce sujet, justement, on va écouter Jean-Rémy Girard. C'est le président du syndicat de l'éducation nationale et du supérieur. Sur RMC ce matin, il répondait notamment aux propositions de certains élus les Républicains qui veulent généraliser les portiques à l'entrée des collèges et des lycées. Ça, c'est la sorte de réponse automatique que l'on fait dès qu'il y a quelque chose. Alors, on va mettre des portiques et ça y est, l'insécurité sera réglée. En fait, ça a déjà été testé en région Rhône-Alpes. La plupart maintenant marchent plus, sont plus utilisés. C'est très compliqué de gérer les flux. On n'a pas les personnels. Enfin, vous avez peut-être tous déjà été dans un aéroport. Vous voyez le nombre de personnes dont on a besoin pour faire fonctionner ce type de système. Nous, on a peut-être 3 ou 4 assistants d'éducation qui vont être à l'entrée pour, je vous dis, parfois des milliers d'élèves. Le portique, ça marche pas et puis ça va sonner toutes les 5 minutes. Et face aux différentes récupérations politiques qui ont pu être faites depuis hier, eh bien, les membres de la communauté éducative appellent évidemment à la mesure. Oui, ils font notamment référence à un tweet d'Éric Ciotti, le président des Républicains, qui attribue ce drame, je le cite, à un ensauvagement de la société. Mais tout au long de la journée, les enseignants et les représentants de syndicats ont combattu cette idée, puisqu'il apparaît davantage à cette heure que ce jeune homme souffre de troubles psychiatriques. Et c'est aussi l'avis de Luc Viehet, porte-parole de la Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique. On l'écoute.
Le spectacle que donnent certains de nos hommes politiques est absolument lamentable. Je trouve ça insupportable. Notre pays a besoin de calme, a besoin de sérénité. Les communautés éducatives ont besoin de se sentir entourées, aidées, accompagnées. Comme le ministre l'a fait hier, je trouve qu'il a posé un geste très intéressant qui a été apprécié par la communauté éducative en général. Je dis bien communauté éducative parce qu'il n'y a pas que des enseignants, il y a beaucoup d'autres personnels dans nos établissements qui sont tout aussi touchés par c'est une catastrophe, c'est un drame absolu ce qui s'est passé. Et pour conclure donc sur ce drame, 1 minute de silence a été observée cet après-midi à 15h dans tous les établissements qui ne sont pas fermés pour congé. Et toute la rédaction vous donne évidemment rendez-vous demain sur ce plateau pour continuer de suivre cette sombre affaire. Merci Loïc, on vous retrouve tout à l'heure pour votre chronique. Alors place maintenant à notre question du jour. Quelle est la force de l'éloquence? Comment s'acquiert-elle? Et surtout, en quoi est-ce une force pour nos jeunes? C'est la question du jour avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Rania Bienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes lycéenne en terminale à Jean Jaurès à Montreuil et vous êtes lauréate du concours d'éloquence de Montreuil qui s'appelle les Libres Parleurs. Alors évidemment, on va parler de ce concours et de ce fameux discours que vous avez prononcé qui a été très fort et qui nous a particulièrement touchés ici à la rédaction. Ravie également d'accueillir Méline Goyerec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale déléguée à la jeunesse de Montreuil. Alors Rania Bienne, je le disais, ce concours d'éloquence, ça a été un moment, j'imagine, assez important dans votre vie. Alors, vous êtes jeune, mais vous avez déjà une vie, en tout cas, tout un univers très rempli. Concours d'éloquence, les Libres Parleurs. Je pense que le jury a été extrêmement touché, tout comme nous, saisi par votre force, votre humour, vos mots. C'était le sujet, faut-il réussir sa vie? Très, très vaste question. Déjà, ma première question, donc à moi, quand vous avez vu le sujet, quelle a été votre première réaction? Sincèrement, au début, j'ai été déçue. C'est vrai? Vous attendiez à quoi? Parce que l'année dernière, le sujet, c'était faut-il abandonner la politique? Oui. Du coup, je me suis dit, peut-être ça va être sur la retraite ou sur la guerre. Et quand j'ai vu le sujet, je me suis dit... Et après, j'ai vu le recul, je me suis dit, c'est pas vraiment la question, c'est le fond, c'est quoi la réussite, comment réussir. Et j'ai passé beaucoup de temps, je savais pas quoi dire. Parce qu'au départ, en fait, c'était l'aspect sociologique, tout d'un coup, qui peut-être vous intéressait moins. Et vous vouliez quelque chose de plus dans l'actualité, en fait, dans ce qu'on vivait. Oui. C'est ça? Je me suis dit, c'est très philosophique, c'est très ouvert. Je me suis jamais posé la question. Je me suis dit, peut-être ça va être que pensez-vous de la réforme des retraites ou faut-il abandonner la guerre? C'est un truc comme ça. Et alors, justement, réussir sa vie, c'est une question enfin, qu'on se pose finalement peut-être un petit peu plus tard. Mais est-ce que ce n'est pas la question qu'on devrait se poser déjà au collège ou au lycée? Je pense qu'on se pose déjà la question, mais pas sous cette forme-là. On sait qu'à un moment, il faut qu'on réussisse notre vie et y mettre les moyens, mais on ne veut pas trop y penser parce qu'on se dit on va vivre. Pour l'instant, pour le moment, j'ai le temps d'y penser plus tard. En fait, tout est dans le verbe peut-être. Parce que c'est pas qu'est-ce que réussir sa vie, c'est faut-il la réussir. Et alors là, vous avez conclu votre plaidoirie, parce qu'on appelle ça comme ça, en disant, pour certaines personnes, réussir sa vie est une nécessité. Moi, je n'ai pas le choix, je dois réussir la mienne. Racontez-nous pourquoi vous avez dit ça. Parce que quand j'ai vu la question, j'ai l'impression que du coup on me demandait si on avait envie de réussir notre vie et que c'était une obligation ou pas, si on avait le choix. Et moi j'ai l'impression que j'avais pas le choix parce que je me sentais obligée de réussir parce que je voulais aider ma famille au Burkina, je voulais parler d'eux parce que je me disais on n'en parle pas trop, on en parle seulement du coup quand ça concerne la France. Et je voulais en parler. C'est vraiment important pour moi de réussir pour moi et pour ma famille et pour le reste parce que je me suis dit qu'ils n'ont pas eu la chance, comme je l'ai dit, ils n'ont pas eu la chance de venir en France. Et comme moi, j'ai eu cette chance-là, et il faut que je rende honneur à cette chance-là et que du coup, je réussisse ma vie. Pour vous, effectivement, rendre cet honneur-là, rendre effectivement, entre guillemets, cette expression qui n'est pas très jolie, mais monnaie de sa pièce, finalement, de cette chance que vous avez eue, pour vous, vient tout de suite de la réussite, en fait. C'est pas trop lourd à porter ? Parfois, je fais un peu des crises de panique. Je me dis,
est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'énergie pour ça? Parce que quand j'ai vraiment plein de devoirs en même temps et que j'ai plein d'activités, ça pèse lourd. Après, j'y réfléchis, je me dis, bien sûr, ça vaut le coup. C'est pour ça que je fais tout ça. Du coup, je peux pas arrêter au milieu. Et que parfois, c'est dur, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce que je dois faire pour réussir ma vie. Mais quand vous dites réussir votre vie, Rania, c'est réussir votre vie, c'est-à-dire être heureuse et avoir un travail qui vous épanouit? C'est gagner de l'argent? C'est pouvoir aider les autres avec l'argent que vous allez gagner? Ça veut dire quoi? C'est pouvoir aider les autres avec l'argent que j'aurais gagné, en fait. Parce que je pense que, du coup, leur bonheur, en fait, être heureuse, pour moi, c'est avoir le bonheur de ma famille. Et du coup, leur bonheur, c'est mon bonheur. Et du coup, à un moment, je voulais dire, leur bonheur... mon bonheur dépend de la leur. Je comprends. Vous êtes arrivée en France à 12 ans, oui. C'est ce que vous expliquez. Vous viviez jusqu'ici au Burkina Faso, où habite encore votre maman. Vous l'avez revue? Parce que je crois que ça faisait 3 ans que vous ne l'aviez pas vue. Je vais la voir peut-être cette année. Cette année? Oui. Je vous le souhaite en tout cas. Vous dites donc avoir eu la chance de venir en France et vous évoquez votre devoir donc de réussite, au moins pour que votre maman, votre famille puisse rester au Burkina Faso et vivre convenablement le Burkina qui vit une situation extrêmement instable politiquement. Vous racontez aussi le nombre d'activités folles que vous avez faites, parce que j'imagine, cette appétence, cette envie de pouvoir apprendre un maximum en arrivant, c'est ça? Oui, je me suis dit, parce que du coup, à un moment, j'étais seule, je me suis dit, autant être seule, autant faire beaucoup de choses et apprendre plus de choses, parce que j'ai pas envie que plus tard, on me dise, t'as pas d'expérience. Parce que, du coup, comme ça, j'aurai un peu plus d'expérience et je ne vais surtout pas entendre vous n'avez pas l'expérience. Vous pouvez me dire il n'y a pas de place, vous êtes trop ça, mais il ne faut pas me dire vous n'avez pas l'expérience pour ça. Alors, faire beaucoup d'activités aussi, c'est là où intervient la ville de Montreuil, et notamment vous, Méline Le Gouriérec, vous êtes conseillère municipale donc, de la déléguée à la jeunesse de Montreuil, et vous proposez énormément d'activités dans une ville où il y a beaucoup de jeunes. Alors, j'ai le chiffre quelque part, mais je crois que j'avais lu 39% de la population qui était une population jeune. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez et quelle est la politique finalement vis-à-vis de la jeunesse, la politique de la ville? Il y a une grande diversité d'actions qui sont proposées. On a en plus un large panel, en tout cas au niveau de l'âge. Moi, je m'occupe davantage des 11 jusqu'à 25-29 ans. Donc il y a différentes choses qui sont organisées. En tout cas, comme action, là, par exemple, pendant les vacances, on a des antennes jeunesse, des sites qui accueillent les jeunes, qui les accueillent du matin à fin d'après-midi, où il y a des activités, où il y a des sorties, où ils vont au musée, ils vont au cinéma. Il y a toutes ces activités-là pendant les vacances scolaires. Culturelle, sportive. Et dans le cas de Rania, par exemple, qui arrive en France à l'âge de 12 ans, c'est une proposition aussi pour l'apprentissage des langues et peut-être cette idée d'aller vers l'éloquence. On va en parler, cette idée de pouvoir justement se sentir à l'aise dans l'expression, pouvoir aussi dire ce dont on a envie, ses émotions, et le partage avec les nouveaux copains. Bien sûr. On en parlait tout à l'heure, c'est sur le fait de donner la parole aux jeunes. Et Rania nous expliquait que justement, on dit souvent, mais c'est pas le moment pour vous de parler, ou vous parlez pas, mais en même temps, quand ils veulent parler, on les écoute pas. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail, en tout cas, ce qu'on essaye de faire à Montreuil, c'est donner la place aux jeunes pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent être des acteurs vraiment de la ville, les citoyens acteurs de la ville, et pas juste attendez 18 ans et que vous puissiez voter et à ce moment-là faire quelque chose. Non, les jeunes peuvent et ont énormément de choses à nous apporter. Nous, politiques, pour justement construire, comme je l'aurais dit dès le début, moi, quand je suis arrivée dans ce mandat, construire des politiques jeunesse à mon âge, même si j'ai pas... Vous n'êtes pas supposé savoir, non, mais quand même, j'ai plus leur âge. Et je pense que quand j'avais 18 ans, les préoccupations n'étaient pas forcément les mêmes. Donc on a besoin pour pouvoir construire des politiques jeunesse des projets qui leur ressemblent. Exactement. Oui, je comprends. Alors on parle d'éloquence aujourd'hui parce
parce qu'on va comprendre ensemble à quel point les mots sont importants, à quel point les mots sont utiles, à quel point ils peuvent donner confiance et apporter des choses fantastiques pour le présent, mais aussi pour l'avenir, pour la citoyenne que vous êtes et pour la future employée ou peut-être chef d'entreprise que vous allez devenir, évidemment. Quand vous êtes arrivé, donc vous ne maîtrisiez peut-être pas très bien le français, vous connaissiez quelques mots de français, vous parliez français déjà? Je parlais français parce que du coup au Burkina on parle français. Voilà, donc vous parlez complètement français, mais vous disiez que vous aviez été moquée à cause de votre accent. Comment ça s'est passé au début? Je suis arrivée au début, j'étais dans une classe. D'abord, j'étais à la maison, j'apprenais à la maison. Parce que, comme je l'ai dit, c'est l'éducation qui est obligatoire et pas l'école. Et le temps qu'on me trouve une classe, je lisais à la maison alors que j'avais jamais lu un livre en entier. Et quand je suis Vous savez, beaucoup d'enfants qui sont en France n'ont pas eu de livre en entier aussi. Hein. Et je suis allée dans une classe d'accueil et je me disais, je suis une étrangère comme les autres et je pensais un peu plus à l'aise. Et quand je suis allée dans la classe un peu normale, j'ai tout de suite senti que, au début, on m'a accueillie, mais après, j'étais pas vraiment acceptée. Intégrée. On me faisait dire des phrases pour rigoler de mon accent. Et comme du coup j'étais jeune, je me disais peut-être ça les fait rire et je rigolais aussi. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment de la moquerie et pas que c'était drôle. Et on se moquait aussi de mes habits. Du coup, j'ai commencé à porter des habits normaux, suite, jean, basket. J'ai arrêté mes robes que je trouvais belles. Et j'ai essayé de m'intégrer. Au final, je me suis dit ça valait pas le coup. Et je suis restée dans mon coin à lire mes livres. Et vous avez ressenti un manque justement par rapport à vos camarades, à cette solitude finalement qui s'est installée, ou vous en avez fait une force? Au début, je le sentais pas parce que si pendant quelques temps je le sentais, mais ensuite je le sentais plus du tout, c'était normal. Et c'est juste avant le Covid que j'ai vraiment commencé à le sentir très fort et je me suis dit, je suis vraiment seule, j'ai envie d'avoir des amis. Et du coup, quand il y a eu le Covid, moi, j'étais contente. Je me suis dit, au moins, je ne suis pas toute seule dans la cour à lire mes livres. Et c'est vraiment à l'entrée au lycée à Jean Jaurès, quand je me suis fait des amis et qu'il y avait des gens vraiment sympas, je me suis dit, je suis bien intégrée, je me sens à l'aise. Alors, l'arrivée dans ce lycée, c'est à la fois de nouveaux amis, c'est aussi peut-être une façon aussi pour vous d'être plus à l'aise par rapport à une vie qui commençait à s'installer en France pour vous. Et puis ces livres dont vous parlez, donc ces mots que vous avez aussi appris, un vocabulaire qui s'est enrichi au fil du temps, au fil des mois. Et tout d'un coup, ce concours de l'éloquence qui s'offre à vous. Comment ça s'est passé? D'abord, en fait, on a vu dans certains cours les haut-parleurs, du coup le concours d'éloquence et un cours de philosophie. Et j'avais bien aimé et j'avais vu l'affiche avec Clément Viktorovitch dont on avait vu la vidéo. Je me suis dit, c'est lui qui a fait la vidéo, j'adore comment il parlait. Et je me suis dit, j'ai juste envie de le rencontrer une fois au début. Je suis allée parce que j'avais envie de le rencontrer. Qu'est-ce qui vous plaisait chez lui? Je sais pas, la façon dont il parlait, il argumentait sans perdre confiance et son argumentation avait l'air totalement basée sur des faits. C'était pas trop discours politique où on comprend pas vraiment les mots et c'est juste dit pour faire je connais bien parler, je sais bien parler. Mais ça, je me suis dit waouh, j'ai envie de parler comme lui un jour. Et je suis allée, j'ai vu les gens, ils étaient sympas, je me suis dit je vais retourner. Et je me suis dit, comme je n'arrête jamais un truc au milieu, je vais le faire jusqu'à la fin. Et au fur et à mesure, j'aimais venir, j'aimais écrire des petits discours sur des petits sujets qui soient importants ou pas. Et je me suis dit, c'est super, il faut que je continue. Alors l'éloquence, c'est ça, hein, c'est l'art de bien parler, c'est l'art d'émouvoir aussi, de persuader, d'argumenter. Vous avez choisi le thème déjà, je le redis, faut-il réussir sa vie? C'est pas simple quand même de pouvoir argumenter sur cette thématique-là. Et encore moins quand on est dans un concours d'éloquence, encore moins quand on se sent peut-être un peu à l'écart, justement, vous le disiez. Et en même temps, dans une vraie volonté d'intégration, de créer des choses avec des convictions, un engagement, et on le sent, vous allez pouvoir regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue, de ce discours, cette plaidoirie que vous faites, où vous utilisez des mots comme justement à l'instar de Clément Viktorovitch que vous citez, qui est politologue, qui est spécialiste de la rhétorique, vous le citez, et en fait effectivement, il a un langage simple, il parle de manière directe. Et c'est ce que vous avez voulu faire justement, vous, lors de cette plaidoirie. Pourquoi? L'idée, c'était ça, c'était de ne pas prendre des détours, d'être ce que vous êtes, simplement
On m'a dit, Rania, sois sincère, tu as des trucs à dire, du coup, dis-le. Et je me suis dit, il y aura les gens de mon lycée et aussi des adultes, du coup, il faut que ce soit clair. Et je suis pas très à l'aise pour parler de manière très compliquée non plus. Du coup, je me suis dit, j'ai d'abord parlé à haute voix avant d'écrire parce que j'ai du mal à écrire directement. Je l'ai dit à haute voix avant de l'écrire. Et du coup, j'ai transmis exactement ce que je disais pendant les séances. Alors que vous avez une force que plein d'autres élèves n'ont pas, à savoir plusieurs cultures, à savoir que vous maîtrisez plusieurs langues, parce que j'imagine que vous avez appris l'anglais peut-être aussi au collège et au lycée. Oui, du coup, au collège, j'ai appris l'anglais et j'aime bien les langues. J'ai le grec ancien qui sert à rien maintenant, mais j'ai appris le latin. Le latin, oui, ça vous a appris aussi le français. Et ma langue maternelle, du coup, qui est le mouré. Voilà. Donc, vous maîtrisez quand même beaucoup plus de langues que beaucoup de lycéens. Et donc, c'est une richesse énorme. La maîtrise de la parole, l'argumentation, tout cela, évidemment, c'est pas la même chose pour tout le monde. On le sait, en fonction de là où l'on vient, en fonction des chances qu'on a eues aussi de pouvoir apprendre, justement, la possibilité d'apprendre des langues, la rencontre avec d'autres personnes qui viennent d'autres milieux. Est-ce que, justement, c'est pas une des premières inégalités que l'on voit ? Oui, bien sûr. Bien sûr, on sait que la réussite, elle est beaucoup liée au cadre dans lequel on vit. Donc forcément, il y a des inégalités tout de suite. Mais nous, c'est aussi pour ça que nous, les politiques qu'on essaye qu'on porte sur la ville, c'est l'idée que, en fait, c'est tous ensemble qu'on construit des jeunes et que c'est autant les parents, l'école, l'institution ville, via aussi les associations, chaque citoyen finalement apporte et construit, apporte une brique en fait à la construction des jeunes. Et donc c'est vraiment comment on trouve à finalement à donner l'égalité, à apporter l'égalité des chances à chacun des jeunes de la ville. C'est ça, c'est l'engagement de la ville de Montreuil aussi, de pouvoir apporter cette égalité des chances. Une égalité des chances que vous avez tout de suite ressentie à votre arrivée, Rania, ou pas ? Oui, parce que du coup, comme vous parlez des antennes jeunesse, oui. Les mercredis, par exemple, j'allais pour l'aide aux devoirs parce que j'avais des difficultés. C'est pas pareil au Burkina, c'est du par cœur et ici, c'est de la rédaction. Et j'y allais, on m'a aidé à m'améliorer. J'avais plein d'activités, je voyais d'autres personnes. Et en fait, je payais pas ou je payais très peu, 1 ou 2 euros. J'ai pu faire des voyages alors que j'aurais pas pu parce que je pense que j'ai pas les moyens. Et surtout à Jean Jaurès, il y a tellement de diversité, il y a des gens de partout. Du coup, je pense qu'on est moins fermé d'esprit. Et du coup, je pense que Montreuil, c'est l'une des villes les plus faciles à s'intégrer quand il y a des inégalités, en fait. Tant mieux. Rania Bienne, quand vous avez fait votre plaidoirie, donc ce fameux concours d'éloquence, il y avait combien vous vous souvenez combien d'étudiants qui ont passé ce concours en même temps que vous, à peu près ? Au début ou... Oui, au début. Parce qu'à la finale, vous étiez 9 lycéennes. D'accord. Bon, au début, on regardera les chiffres, mais en tout cas, vous étiez face donc, à 8 autres candidats et vous avez fait votre plaidoirie. Et c'est vrai que vous disiez que finalement... vous avez été séduit par le fait que Clément Viktorovitch parlait de manière assez simple. Nous, ça nous a fait rire aussi à la rédaction quand on a vu votre plaidoirie, parce que vous aviez un langage familier, genre, il y a des gens qui se disent il faut rater sa vie, mais ça veut dire quoi ? Enfin, personne ne se dit ça. Et c'est vrai que c'est la première réaction qu'on a eue aussi, en fait. Faut-il réussir sa vie ? Non, mais enfin, rater sa vie, c'est impossible. Vous aviez cette idée que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas faire autrement que de parler de manière simple, ou est-ce que justement c'était une manière pour vous de choquer, provoquer pour pouvoir déclencher quelque chose dans votre auditoire et peut-être remporter ce premier prix ? Non, parce que je me suis dit du coup ça va être un concours d'éloquence, les gens ils vont parler un peu, leur discours va être plus travaillé et peut-être on aura du mal à comprendre. Et moi le but c'était du coup que les gens ils comprennent exactement ce que j'ai à dire, parce que je voulais parler de ça et je voulais qu'ils comprennent, pas qu'il y ait des détours et des malentendus. Et du coup, si je parle le plus simplement possible, ce sera plus simple à comprendre.
Dans tout ce que l'on entend aujourd'hui, à savoir le thème, la thématique, faut-il réussir sa vie, cette nécessité d'être toujours meilleur, d'être toujours aussi dans cette poursuite de la réussite, donc savoir s'exprimer, être sociable, bien réussir en société. Tout ça, c'est des préoccupations qui sont très lourdes pour tous nos jeunes. Alors si en plus on ajoute la pandémie, l'inflation, la guerre, enfin bref, un quotidien qui est très très difficile. Ma dernière question, elle est un peu large, Méline Le Gouriarec, mais est-ce que vous pensez que le gouvernement, la société pense suffisamment à nos jeunes aujourd'hui ? Eh ben alors ma réponse va être courte, non, je pense pas. Non, je pense qu'on manque de moyens. À Montreuil, on donne une priorité aux politiques jeunesse, mais c'est un choix politique fort auquel on tient, mais ce n'est pas une compétence de la ville. Donc il y a des endroits où les jeunes sont sans rien. Et je pense qu'il y a un besoin fort de présence, d'accompagnement, de dispositifs pour les aider. Là, on a mis en place, ça a commencé au printemps dernier, le déclic santé, qui, en fait, à l'âge de 18 ans, tous les jeunes de Montreuil peuvent rentrer dans un parcours de soins. On les aide à ouvrir leurs droits, à avoir une carte vitale, ce qui n'est pas des choses particulièrement... en fait, on ne le sait pas forcément le faire, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, un premier contact avec... un médecin des centres municipaux de santé et ensuite un parcours de soins. Et ça, c'est une volonté, c'est un choix pour aider des jeunes où, en effet, il y a peu de choses qui sont organisées au niveau de l'État, même pour l'insertion, pour l'alternance. On voit combien de jeunes sont en difficulté pour trouver leur alternance. Oui, donc c'est la ville, effectivement, qui met tout ça en place. Merci beaucoup, Méline Le Gouriarec, d'avoir été avec nous, conseillère municipale, déléguée à la jeunesse de Montreuil. Merci. Et merci, Rania Bienne. Et bravo pour donc ce premier prix que vous avez eu, lauréate du concours d'éloquence de Montreuil, qui s'appelle Les Libres Parleurs, pardon. Oh, les libres parleurs, pardon. Mais qu'est-ce qui se passe ? Rania Bienne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous deux. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve. De retour sur le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Clotilde Chalot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Nomad Play. Et face à vous, Pascaline Citron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de Nathan Pédagogie et aussi de Léa.fr, qui est un réseau pédagogique pour les enseignants du primaire et du secondaire. Racontez-moi d'ores et déjà tout de suite votre rencontre à toutes les deux. Qu'est-ce qui a fait que l'une a rencontré l'autre pour créer justement Nomad Play ? C'est qui a rencontré en premier. Effectivement. Alors, Nomad Play, on est une structure, on est une start-up. Et la difficulté pour les start-up en France, c'est de rencontrer des grands groupes qui puissent être intéressés par nous, nos services. Nous, on avait un service dédié à la musique qu'on souhaitait ouvrir. Donc, Nomad Play, à la base, c'est une sorte de karaoké de musique classique où on peut supprimer un instrument pour le remplacer, soit à la maison, conservatoire, école de musique. Et on voulait une offre qui soit adaptée plutôt aux écoles primaires. Et en école primaire, on a certains professeurs qui ne savent pas forcément jouer de la musique. Et on voulait vraiment que ce soit adapté, donc avec des fiches pédagogiques et vraiment un encadrement qui puisse faciliter le travail du professeur en cours. Et pour ça, on devait pénétrer quelque part l'univers de l'enseignement et de l'éducation nationale. La pédagogie, en fait. Donc pédagogie. Oui. Et des gens qui connaissent cette pédagogie, et rien de mieux qu'un éditeur pédagogique qui connaissent effectivement tous ces professeurs et les méthodes. On a eu accès à Nathan via notre incubateur, qui était le Cargo à Paris, et avoir une marque, un représentant comme Nathan qui s'intéresse aux startups, c'était déjà bien parti. Donc en fait, on est passé par notre incubateur qui nous a présenté. Et j'ai rencontré Pascaline qui m'a semblé être très start-upeuse. Et ça a vite matché parce que la difficulté aussi pour les start-up, c'est de pouvoir discuter avec des groupes qui sont parfois un peu lents, lourds administrativement. Et là, on a eu quelqu'un de très réactif qui nous a donné un rendez-vous très vite et on l'a eu vite. Alors très vite, parce qu'effectivement, vous êtes start-upeuse, comme dit Clotilde Chalot, mais également parce que, j'imagine, l'idée vous a plu, surtout. Oui. Alors, en règle générale, de toute façon, c'est vrai que c'est l'incubateur qui nous a
mis en lien parce que Léa.fr, son but, si j'ai créé cette plateforme, c'est pour mettre en lien des solutions innovantes, qu'elles soient portées par des startups, par des auteurs de pédagogie, par des labos de recherche, les mettre en contact avec des enseignants et des élèves sur le terrain et pouvoir tester en live leurs solutions. Donc, de toute façon, il y avait cet intérêt pour moi, pour Léa, pour toute l'équipe, de travailler avec des startups. Donc, et en musique particulièrement, il y a très peu d'offres en fait. Et donc, on s'est dit, oui, enfin, en tout cas, quand on nous a présenté Nomad Play, cette solution, on s'est dit, il faut proposer ça aux enseignants qui nous suivent parce qu'ils sont très demandeurs. Régulièrement, on leur demande quels sont leurs besoins, sur quoi ils auraient envie particulièrement de tester des solutions. Et la musique revenait régulièrement. Donc là, ça nous est tombé sur un plateau. Alors concrètement, on télécharge l'application, donc Nomad Play, et on a accès à des partitions, c'est ça, et on peut jouer finalement avec des orchestres professionnels, vous le disiez, on peut retirer un instrument ou pas ? Exactement. Alors ça, c'est la version vraiment Nomad Play qui est connue du grand public actuellement, à savoir, effectivement, on est musicien, on joue la clarinette, du piano, on peut avoir Nomad Play sur Google Store, Apple Store, site internet. La spécificité de Nomad Play Edu, c'est qu'en fait, on a accès à Nomad Play Edu si on est professeur des écoles et qu'on souhaite avoir un outil pédagogique pour accompagner son cours et pouvoir chanter avec les élèves, faire des exercices de son, de rythme, pour apprendre les tonalités, découvrir les instruments. Et là, c'est spécifique, c'est vraiment une édition Nomad Play Edu / Nathan Léa, Léa.fr. Là, vous compliquez l'histoire, là. C'est le titre. On rend à César ce qu'il y a à César. Et surtout, c'est un travail collaboratif. Donc forcément, tout le monde y est. Donc vous citez tout le monde à chaque fois. Absolument. Mais tout à fait. Je cite tout le monde. Quand tout le monde travaille, je cite tout le monde. Et de fait, là, c'est un accès qu'il faut demander. Et certains départements, écoles, groupements d'écoles nous demandent d'équiper plusieurs classes. Alors justement, les enfants donc, auront accès à des comptines. Les comptines, ça se fait encore beaucoup ? Oui, complètement. Alors, des comptines, enfin, je parle beaucoup, mais des comptines, c'est par là qu'on apprend à chanter ensemble, qu'on apprend aussi à prononcer. Vous aviez une merveilleuse invitée il y a pas longtemps qui apparemment excelle dans l'oration. Et voilà, donc on y est, on est sur le chant. On peut aussi apprendre des langues étrangères avec des comptines. Donc c'est absolument formidable. On recadre aussi l'histoire. On peut apprendre des chants révolutionnaires. Donc, ah oui, alors donc justement, c'était ma question. Ça peut se faire avec un prof de musique, mais pourquoi pas avec un prof d'histoire, du coup ? Ah bah, si les profs d'histoire veulent se lancer, c'est parfait. Mais généralement, à l'école primaire, on a un seul professeur. Oui, mais ça peut marcher peut-être pour le secondaire, puisqu'on fait, vous êtes une plateforme collaborative. Si j'ai bien compris, primaire et secondaire, on pourrait imaginer que Nomad Play grandissent si vite qu'on puisse... Ça puisse en effet pénétrer le collège. Pour l'instant, en tout cas, on en est au primaire. Et c'est vrai qu'au primaire... si vous continuez sur les idées, vous allez aussi avoir votre nom à côté de l'application. J'en ne demande pas tant. Franchement, moi je veux qu'on retienne surtout Nomad Play comme idée. Alors Nathan bien entendu, mais qu'on retienne Nomad Play parce que c'est vrai que l'idée a l'air absolument géniale. C'est un moyen effectivement d'initier les enfants à la musique. Ils sont initiés alors au jour le jour par pourquoi pas la télévision, par les dessins animés, etc. Mais ce n'est pas voilà les réseaux sociaux. Mais c'est pas la même musique dont on parle en fait. Là on parle d'instruments. On parle d'instruments et de chant choral, on parle de découverte d'œuvres, on parle par exemple du Boléro de Ravel, on a fait une magnifique fiche. Oui. Je pense que on a travaillé, oui. Ouais. Le premier groupe de travail qu'on a fait ensemble, c'était vraiment pour, juste au sortir du troisième confinement, je ne sais plus, en avril 2021, on a monté un travail ensemble pour préparer la fête de la musique et que les enfants, les parents, les enseignants puissent se retrouver sur un moment festif. Donc on leur a construit une séquence pédagogique de 6 semaines autour du Boléro de Ravel et d'un chant sud-africain, une musique du monde. Et l'idée était vraiment, ils choisissaient, donc les enseignants choisissaient quel chant ils avaient ou quelle musique ils avaient envie de travailler. Et vraiment, on leur a monté tout un spectacle et travaillé grâce à Nomad Play ces différentes musiques. Et c'est là où on a vraiment vu l'engouement, le plaisir en tout cas de la musique qui fédère. Est-ce que les enfants connaissaient le boléro ? Non. En règle générale, non, vraiment. Et c'est vrai que c'est de la culture générale et c'est une manière de démocratiser vraiment l'accès à la musique. Le fait de le faire à l'école, ça évite d'être ignorant sur certaines formes de musique qui ne sont pas vues à la maison. Oui, mais c'est quand même des grands classiques que nos parents et grands-parents connaissaient et qu'effectivement connaissent un peu moins maintenant. Alors, je ne dis pas que c'est mal, mais enfin, on connaît aussi d'autres formes de musique qui sont formidables aussi. Mais peut-être revenir au classique, c'était aussi l'idée. De toute façon, revenir au classique, c'est aussi comprendre la base de là où on en est maintenant. C'est-à-dire que le lien entre la musique actuelle et la musique classique, il est vite fait. Puisque de fait, généralement,
tous les compositeurs, compositrices, chanteurs, chanteuses actuels ont écouté de la musique classique, du jazz, de la musique dite du monde, parce que c'est l'extérieur de la France. Mais beaucoup de DJ aussi actuels, effectivement, de grands artistes électro se basent sur la musique classique. Complètement. Et d'ailleurs, quand j'en parle à des DJ, ils trouvent ça complètement formidable, parce qu'ils peuvent davantage s'accaparer la musique, jouer avec. Moi, j'ai des personnes qui ne lisent pas du tout les partitions, qui utilisent Nomadplay, parce qu'ils peuvent supprimer le piano d'un concerto et jouer de la batterie dessus, et avoir un orchestre chez eux. Donc il y a vraiment quelque chose d'hyper accessible et de démocratisé, en fait. On démocratise l'accès à la musique classique et le répertoire, en plus en ayant accès à des artistes connus et reconnus. Donc là, du jour au lendemain, vous pouvez jouer à la place de Renaud Capuçon, de l'Orchestre national d'Île-de-France, et on a un répertoire qui est adapté à tous les niveaux. Fantastique. Donc, soit on est débutant, soit on est grand musicien, mais on peut jouer avec de la vraie musique et des vrais artistes et les voir ensuite après rebondir sur le concert. Ce sont des artistes vivants. Et l'histoire de Nomadplay, c'est ça. Et le prolonger sur l'école primaire est indispensable pour justement rendre accessibles ces artistes qu'on voit de loin à la télé, au concert, où on n'ose pas aller. Et là, on les a chez soi, on les a à l'école. Et le boléro de Ravel devient du quotidien. Et c'est de la musique qu'on écoute et c'est accessible. Le partenariat, il se fait comment avec les écoles en question? C'est-à-dire que vous leur proposez 1 heure, 2 heures par semaine? Comment... En fait, on leur a proposé, on leur offre un accès à Nomadplay pour les classes qui sont volontaires. Parce qu'en fait, sur Léa, on propose différents projets. Il y en a beaucoup dans toutes les disciplines sur une année. Les classes volontaires s'inscrivent. Donc là, il y a eu une 60aine de classes qui se sont portées volontaires pour tester cette application. Donc on leur a donné l'accès à l'application. On leur a donné tout un accompagnement technique d'abord pour pouvoir accéder et réussir à faire travailler cette appli. Et puis toutes les fiches pédagogiques qui vont avec, ce qu'ils ont l'habitude de travailler avec nous, puisqu'on est quand même une plateforme pédagogique. Donc avec tout ça, en fait, ils sont équipés. Donc en règle générale, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils font, parce que le test c'est ça aussi, c'est voir comment ils s'accaparent une solution pédagogique, combien de temps ils y passent, comment ils rythment les choses. En règle générale, ils passent 15 à 20 minutes, des séances de 15 à 20 minutes, 2 fois par semaine, et ça régulièrement. Donc, en fait, ils prennent la solution, ils la testent, ils nous font des retours sur le site, et nous, ensuite, on discute des retours. Bravo. Nomadplay, donc une plateforme musicale qui a pour but de décloisonner justement les répertoires, favoriser l'accès à un public large, divers, peut-être plus de musique classique dans nos écoles. Primaire pour l'instant, bientôt secondaire. Ça y est, on l'a vendu. Ça y est. C'est fait. Clotilde Chalot, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes PDG donc, de Nomadplay Edu, et puis Pascaline Citron. Merci, directrice de Nathan Pédagogie. Et je le disais aussi de Léa.fr, le fameux réseau, on le redit, collaboratif et pédagogique pour les enseignants de primaire et secondaire. Allez, on retrouve tout de suite Loïc Landreau pour sa chronique. Merci. Alors, cher Loïc, cette semaine, vous voulez mettre en garde tous les parents, ainsi que les élèves d'ailleurs, collégiens et lycéens qui nous regardent, sur les fausses informations qui pullulent sur les réseaux, notamment au sujet de l'histoire. J'entends la grande histoire, l'histoire avec un grand H. C'est ça. Et on va commencer par un chiffre assez alarmant. Figurez-vous que selon un sondage IFOP, 41% des 11-24 ans estiment qu'un influenceur qui a un grand nombre d'abonnés est une source d'informations fiables sur des sujets habituellement traités à l'école. Ça veut dire quasiment 1 sur 2. Et pour l'histoire de France et du monde, c'est pareil, c'est la même chose? C'est ça, parce qu'en fait, l'histoire, c'est peut-être l'une des matières qui a le plus gros potentiel de réinterprétation, de réinvention. Déjà parce qu'il faut bien avouer que les historiens eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord entre eux sur les faits, les dates, les sources, mais aussi parce qu'on peut réinventer l'histoire selon son propre prisme, selon ses convictions, selon le message idéologique ou politique d'ailleurs qu'on veut faire passer. C'est par exemple sur les réseaux sociaux qu'on apprend que les Égyptiens n'ont pas construit les pyramides, non, ce sont les extraterrestres. On y apprend aussi que l'Empire romain n'a jamais existé. Il y a vraiment des gens qui font des vidéos pour dire ça. Et alors, le pompon de chez le pompon, Jésus était une femme, vous le saviez? Ah non, il y a des gens qui font des vidéos là-dessus, regardez. Alors
de quoi faut-il se méfier justement concrètement? Il y a des mots-clés qui doivent tout de suite vous mettre la puce à l'oreille. Toutes les vidéos qui sont intitulées « Je vous révèle la vérité cachée »,« Cette histoire que personne ne connaît »,« Ce que les historiens ne vous disent pas », mais c'est ce que vous faites, rejoignez la communauté des éclairés. C'est ce que vous faites quand vous venez sur le plateau du Grand JT, en fait. Méfiez-vous. Mais moi, je travaille pour de vrai, moi. Moi, j'ai des vraies sources, madame. Je ne fais pas des vidéos comme ça, nonchalamment. Non, non. Donc voilà, tout ce qui commence comme ça devrait... Voilà, faut se méfier. D'ailleurs, le premier réflexe à faire, chers parents, chers collégiens, lycéens, c'est d'aller vérifier le pédigré de la personne. Donc, pour le coup, vous pouvez aller me googliser, vous saurez, je suis quand même à peu près sérieux. Mais voilà, pour les historiens, vous tapez le nom sur Google et vous allez voir tout de suite si c'est un charlatan ou si c'est quelqu'un qui est universitaire, professeur, enseignant, etc. Mais parfois, ça peut prendre des formes beaucoup plus insidieuses quand même. Exactement, comme la chaîne YouTube qui s'appelle « Je révise avec toi » et qui se déploie aussi beaucoup sur Twitter et sur TikTok. Elle a été créée en 2020, mais beaucoup d'historiens et d'enseignants s'en disent très préoccupés depuis à peu près la fin de l'année 2022. En fait, à première vue, c'est une chaîne tout à fait classique avec des vidéos très travaillées, très esthétiques, qui proposent des éclairages sur le programme, disons, de CM1 au collège, en gros. Sauf que plusieurs médias très sérieux ont révélé que les fondateurs de cette chaîne appartiennent à la frange identitaire d'extrême droite et que son présentateur œuvrait auparavant sur TV Liberté, qui est une chaîne fondée par les cadres du Rassemblement national. Donc on peut légitimement douter effectivement de la véracité des informations. Ben, c'est ça, parce qu'en fait, son traitement de l'histoire est clairement idéologique. En tout cas, c'est ce que ces vrais historiens ont relevé en regardant ces vidéos. Ils ont décortiqué tout ça et ils ont bien vu qu'il y avait des erreurs, des approximations, pensées consciemment ou non, pour porter le message idéologique propre à l'extrême droite. Quels sont les spécialistes en histoire que vous nous conseillez d'écouter, de regarder, de suivre? Alors, d'abord, les livres. Je sais que ça fait vieux con, et j'assume, mais quand même, les 98% du temps, les gens qu'on édite dans des bouquins, ce sont des gens sérieux, des universitaires, des enseignants, etc. Donc, les bouquins, ça reste quand même une source à peu près sûre. La maison d'édition, finalement, fait foi aussi. Exactement, la plupart du temps, bien sûr. Sur les réseaux, néanmoins, je vous propose d'abord Baptiste Cornaba. Il est professeur d'histoire au collège et il a lancé sa chaîne Parlons Histoire, qui compte près de 91 000 abonnés. Alors, au début, il mettait des petites vidéos en ligne pour rendre ses cours un peu plus vivants. Ça a eu du succès. Et du coup, il aborde des sujets qui ne figurent pas vraiment dans les programmes scolaires, mais qui permettent de mieux comprendre l'intégralité de la grande histoire. Regardez. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, car pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous un pan assez méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Alors oui, le petit moustachu furieux, Staline, le Japon expansionniste, les bombes atomiques, Vichy, tout cela vous connaissez, bien sûr. Par contre, si je vous dis Chambon-sur-Lignon, ça vous dit quelque chose? Un travail donc incroyablement nécessaire. Moi aussi, j'avais entendu parler de Nota Bene. Très très bonne référence. Effectivement, Nota Bene, ça c'est une chaîne YouTube, 2,2 millions d'abonnés, créée par Benjamin Briot, qui se déploie aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, pour le coup, Benjamin Briot, c'est pas un professeur, c'est pas un historien, c'est pas un universitaire, c'est juste un passionné qui fait des recherches très pointues en lien justement avec des universitaires pour proposer vraiment des informations pointues, pertinentes, vérifiées. Qui viennent d'historiens, justement. Qui viennent d'historiens, voilà, c'est là où ça change, c'est que c'est pas de l'opinion, mais c'est de l'information. Et donc sa spécialité, lui, c'est de faire du debunk, on appelle ça en anglais to debunk, ça veut dire démystifier, c'est-à-dire qu'il prend des vidéos qui disent des bêtises et il explique en quoi ce sont des bêtises. Regardez. Alors, je vais le dire avec beaucoup de gentillesse, mais vraiment, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. C'est de la merde. Vous me dites que les gens étaient si primitifs, ils ont pris un marteau et un burin et ils ont fait ça? Personne dit ça. Il y a vraiment personne qui dit ça. Hein. Déjà, il y a deux choses. Il y a la technologie, hein, ça c'est la somme des connaissances pour créer un outil, et puis il y a la technique. Ça c'est l'outil, donc un objet ou un geste qui donne un résultat. Là, tu me parles de la taille de pierre. Donc à l'époque, ils ont quand même cette technologie. Hein. Ils savent tailler la pierre, et nous aussi. Et ils ont la technique qui va avec, hein, c'est le burin et le marteau. Et ça c'est super. Et c'est une technique de pointe qui est pas du tout primitive, puisque ça marche. Donc là, c'est toi qui dis qu'ils sont primitifs. Et je sais pas pourquoi, parce que nous, on a la même technologie, mais on a des techniques qui sont différentes. Je le disais, la thématique du jour, c'est l'éloquence. La façon dont parle justement ce garçon sur Nota Bene est quand même assez formidable, parce qu'il emploie des mots simples, une manière de s'exprimer qui est très claire, donc il touche forcément les jeunes. Et c'est là où, quand on a à la fois la culture, la puissance, la véracité des mots et en plus l'expression qui va avec, forcément, ça fonctionne. Bon, alors on termine avec un dernier spécialiste sérieux. Oui, il s'agit de Yann Toucourt, 731 000 abonnés sur TikTok. Il est professeur d'histoire au lycée et lui aussi s'est fait une spécialité, donc d'aller démystifier les fausses informations sur l'histoire.
Regardez les temples grecs, ils sont tous écroulés. Il n'y a aucun temple grec qui a tenu. Aucun, absolument aucun. Alors, à l'exception de ce temple, celui-là, pareil, et celui-ci aussi. Si vous allez à Rome et que vous regardez le Colisée, c'est quasi intact. Un coup de peinture et vous le réouvrez. Oui, un petit coup de peinture magique devrait suffire. Par contre, pas sûr que ça fonctionne pour le Forum de Rome. Mais en fait, c'est dû à une différence d'éducation. Pas du tout, non. Alors c'est plutôt les aléas des incendies, des invasions. Par exemple, le Parthénon à Athènes a très bien tenu jusqu'au règne de Louis XIV parce qu'on en a fait une église, puis une mosquée, puis une réserve de poudre. Et donc forcément, quand Venise bombarde l'Acropole en 1687, ça tient moins bien. Alors pour conclure, on ne le dira jamais assez, mais il faut toujours vérifier la source des vidéos que vous regardez et que vous faites surtout regarder à vos enfants, s'il vous plaît. Ben oui, parce qu'en laissant traîner vos enfants sur TikTok, notamment, ils peuvent s'abreuver de tout un tas de bêtises portées par des gens mal intentionnés, donc qui ont probablement et à peu près toujours des idées idéologiques derrière, en tout cas une vraie vocation à manipuler l'information. Non seulement ça va pénaliser vos enfants parce qu'ils vont réécrire ces bêtises-là dans leur copie, donc du coup vous allez les enguirlander parce qu'ils ont des mauvaises notes, mais il fallait leur faire regarder des bonnes vidéos, et puis surtout ça va leur donner une vision du monde qui n'est pas juste, et ça c'est dommage. Vous avez bien enguirlandé quand même. J'ai dit oui, j'ai failli dire engueuler, mais c'est beau, c'est beau. Voilà, non, comme ma bien. maman est en régie, j'ai voulu être je comprends. sympathique. Je comprends. On embrasse Aline d'ailleurs. Merci beaucoup, cher Loïc. Allez, on retrouve tout de suite Malika Ménard pour Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invité est Nicolas Waldorf. Tu as évoqué un moment compliqué, c'était ton coming out. C'était très compliqué parce que mes parents ils étaient très tradis, chrétiens. Mon père est sicilien, ma mère elle est viette. Ils étaient fermés d'esprit, laisse tomber. Donc quand j'ai dit je vais vivre avec Kevin, je peux aider, nanana, ils ont fait quoi? Ma mère elle est tombée à genoux, elle s'est mise à prier. J'ai dit bon écoute calme-toi. Et un jour elle m'en a reparlé, elle m'a dit elle pleurait. Et je lui ai dit ça me fait monter les larmes parce que je me rappelle et je lui ai dit c'est toi la femme de ma vie, je trouverai jamais quelqu'un d'aussi bien. Donc c'est pour ça que j'ai été chercher ailleurs. Et je lui ai dit maintenant on arrête d'en parler. Et on a arrêté d'en parler. Mais c'était dur pour eux parce que j'étais l'enfant qui allait devenir avocat, qui était leur enfant le plus loquace, le plus à l'aise en société. Tu l'es toujours. Voilà, mais à l'époque, j'étais pas aussi. Après, il y a eu plein d'événements quand j'ai commencé ma carrière. Après, j'ai tout plaqué. Je me suis retrouvé dans un cabaret où j'ai. T'avais l'impression de les décevoir? Au moment où j'ai vu ma mère me regarder comme ça, je savais qu'il fallait que je fasse un gros coup pour qu'ils se calment, quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à vraiment construire ma vie, je leur ai envoyé mon premier gros cachet, quand j'ai coiffé dans un défilé de mode, je leur ai envoyé tout ce que je faisais pour qu'ils comprennent. Mais au début, ils se disaient oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et au final... Après, quand j'ai vraiment monté ma première société, que j'ai fait mes trucs, ils suivaient, donc ils se sont dit, bon, quand même, le mec... Et la relation après avec tes parents s'est améliorée? Ça s'est assaini parce que ma mère, oui, parce que ma mère, à la fin, elle a vu que j'étais quand même quelqu'un qui bossait. Elle voyait très bien qu'après, elle a vu que je gagnais ma vie, donc elle s'est quand même dit, bon, le mec, il est pas teuteux, quoi. Mais mon père, il a commencé à reprendre contact quand j'étais célèbre. Et vous aviez perdu contact tout ce temps-là? Je suis parti de chez lui et je me suis pas retourné, quoi. Et après, j'ai demandé de l'aide à des moments. Ah merde, ça. J'ai demandé de l'aide à des moments. Mais attends, t'avais quel âge? 17 ans, 18 ans quand tu je suis parti à 16-17 ans. Et... Donc pendant 10 ans, t'as pas de nouvelles de lui alors? Mais plus que ça même. Après, on se revoyait à des gros trucs de famille, mais il me parlait pas, c'était pas cool, quoi. Mais après, c'est quelqu'un qui était comme ça. En fait, je ne me plains pas parce qu'en fait... Ce rapport avec mes parents m'a permis de déplacer des montagnes. C'est ça qui t'a donné la force. Oui, moi je connais des gens qui ont eu des parents très soutenants, qui n'ont pas eu de défis. Mon Dieu, ils n'arrivent pas à prendre une décision, ils n'arrivent pas à se secouer. Je pense qu'il y a une question de caractère. C'est une question de caractère, parce que ça peut te donner aussi extrêmement confiance. Et mais moi, des fois je me dis, mais s'ils m'avaient soutenu dans tout, je pense que j'aurais pas eu ce côté combatif. Oui, chez toi, ça a généré cela. Et ouais, je sais pas. J'aime bien, j'ai beaucoup aimé me poser des questions. J'ai commencé, à un moment, on était dans un 9 mètres carrés, on vivait à 3, on galérait de ouf, avec 2 copains. Et je me disais, mais il faut que ça change. 9 mètres carrés à 3 On avait une chambre de bonne, il y avait les toilettes sur le palier, le canapé, l'évier, la douche au bout du canapé, collé. Quand on se levait, il y avait de la buée partout. Bah oui, tu m'étonnes, à 3 dedans. Et en fait, on galérait, on mangeait des paires d'eau due dans des sachets en plastique, la salade dans le sachet, et j'achetais les palais bretons. Ça, c'était à 20 ans, 18 ans. J'avais acheté les palais bretons EcoPlus parce que c'était moins cher, tu sais, les paquets blancs, à 1,28 € ou un truc comme ça.
29, 1,29 €. Et en fait, j'avais ça et je me disais, il va m'arriver quelque chose, parce que je savais, moi, depuis que j'étais petit, ma grand-mère et ma mère me disaient, tu vas avoir un destin exceptionnel. Ne t'inquiète jamais. Tu avais la foi, quoi. Je me disais, c'est pas possible, mais ça va m'aider, ça va m'aider. Et aujourd'hui, effectivement, à chaque fois que je pousse une porte ou qu'on m'offre quelque chose ou que je suis dans mon appartement de maintenant, chaque matin, je me dis putain. Parce qu'en fait, je me rappelle de chaque instant et chaque instant, je l'ai gravé. J'ai gravi les échelons, mais je garde. Jamais d'où tu viens, en fait. J'oublie jamais d'où je viens, mais même dans ma manière de manger, même dans ma manière de dépenser. Je vais jamais dans une boutique de luxe. J'ai acheté un sac Dior. Parce que j'ai connu quelqu'un de chez Dior qui m'a dit allez nanani, tu sais il faut quand même. Et ben je le mets jamais. Et je m'habille tout en pareil et j'aime pas m'habiller en marque parce que je me tâche. Je suis un galérien avec mes vêtements et donc c'est vrai que je n'ai pas vraiment de belles choses. Alors par contre pour la maison oui, le bon matelas parce que j'ai galéré, j'ai dormi dans un canapé. Donc j'ai un lit que vraiment c'est le meilleur lit du monde. Confort en fait. Et la déco parce que ma grand-mère m'a toujours dit tu dois être inspiré par tous les endroits où tu vis. Si tu veux être quelqu'un d'exceptionnel, tu dois être inspiré par tout ce que tu vois et tout ce que tu sens. Donc j'ai des bougies de ouf et j'ai des... Travailler l'esthétique tout le temps. L'esthétique tout le temps. Elle dit qu'il n'y a que comme ça qu'on peut être inspiré toute sa vie. Je crois qu'elle a raison. Elle a raison. Est-ce que tu aurais un message à donner à des jeunes qui ont envie de faire leur coming out mais qui appréhendent un peu la réaction des parents? Alors je dirais qu'aujourd'hui c'est sans doute peut-être moins tendu de le faire, mais j'avoue que dans certaines situations familiales, c'est toujours très tendu. Mais je dirais ne pas perdre de temps, parce que la vie, elle est courte, ne pas se laisser bouffer, et surtout arrêter de croire, arrêter de projeter ce que les gens vont penser. Moi, je sais que j'ai vécu beaucoup comme ça, parce que ma famille était comme ça. Ils étaient dans la réputation, le truc, l'image et tout. Et donc, j'ai continué à être un peu comme ça après. Et le jour où j'ai complètement lâché prise, j'ai compris qu'en fait, quoi qu'on fasse, on n'empêchera pas les... On est le con de quelqu'un, on est le moche de quelqu'un, on est la beauté de quelqu'un, machin. Aujourd'hui, je peux te dire qu'avec l'expérience, en fait, il faut foncer parce que je me dis juste que la terre est brûle et qu'on n'a plus le temps. Et aujourd'hui, je fais tout ce que je veux. Si j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, je le dis. Si j'ai envie de dire la vérité, je le dis. T'es libre. Je perds pas de temps. Et en fait, t'es beaucoup plus libre. Et personne ne peut te mettre la pression, du coup. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Nicolas Waldorf. À demain. Merci Malika, à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. On va parler là de Queer et Fier, un guide pour explorer son identité. Queer, c'est vraiment le mot composite par excellence. On essaie une définition ? Alors, non, queer, c'est un terme qui, en anglais, veut dire bizarre, étrange à l'origine, qui a été utilisé comme une insulte, justement, pour insulter les personnes qui font partie des minorités sexuelles et minorités de genre, comme on appelle ça. Et ce terme, ces personnes se le sont réappropriées. Donc, elles ont fait une bannière, en quelque sorte. Oui, l'idée de la queerness, c'est l'idée de, justement, de ne pas vouloir se définir. Donc, c'est une espèce, comme on dit, le umbrella word, donc un mot parapluie, un mot général qui désignerait toutes les identités qui ne sont pas les identités cisgenres et hétérosexuelles. On rappelle juste le mot cisgenre, parce que peut-être qu'on va l'utiliser plus tard. Allons-y, il va revenir. Cisgenre, c'est quelqu'un dont l'identité de genre est identique au sexe assigné à la naissance. Voilà. Moi, par exemple, je me considère comme une femme cisgenre. On a dit, c'est une fille quand je suis née, et je me sens femme. D'accord. Moi, on a dit c'est un garçon, je me sens garçon, par exemple. Cisgenre. Voilà. Mais après, on peut être cisgenre et ne pas être hétéronormé, etc. etc. Donc, après, il y a plein de variantes. On peut être queer, on peut être lesbienne, cisgenre et queer, on peut être trans, non-binaire et queer. Voilà, on peut être plein de choses, plein d'identités en fait, simultanément. Et d'ailleurs, ces identités peuvent bouger. C'est ça qu'on voit aussi dans le bouquin. On peut pas se figer dans une identité. Évidemment, on n'a pas décidé, on n'a pas signé un contrat au début en disant je sais que je suis hétéro, je sais que je suis lesbienne, je sais que je suis cisgenre. Ça fluctue, ça évolue comme la vie. Oui, Emmanuel, j'en ai parlé, il faut avoir un intérêt minimum pour les sciences, mais faut-il forcément avoir un bac scientifique pour entrer en licence de psychologie ? Non, alors moi c'est amusant parce que j'ai fait aussi l'école des psychologues praticiens. Donc, Allez donc je précise qu'effectivement il y a tous les bacs possibles, c'est-à-dire que je pense quand même qu'il faut avoir, comme vous le disiez, un intérêt pour les sciences, mais il faut aussi avoir une grande capacité à lire,
à rédiger des dossiers, à faire des résumés. Enfin, il faut être assez généraliste, je pense, parce qu'il y a quand même la partie scientifique, les statistiques, la physiologie, et puis il y a quand même une énorme partie avec beaucoup d'ouvrages à absorber. Hein, et c'est vrai que c'est particulièrement dense, et puis pas mal d'écriture à fournir également. Jérémy, c'est vrai que certains étudiants ne se doutent pas de ce qui les attend. Emmanuel vient de l'évoquer, mais il y a de la statistique, il y a de la biologie. Il n'y a pas que les matières littéraires. Il faut être assez complet au final. Oui, c'est vrai que quand on rentre en psycho, on n'a pas du tout l'habitude... Et on ne s'attend pas non plus à faire des stats, des choses qui demandent des compétences un peu scientifiques. C'est des stats à un haut niveau ou c'est absorbable, si je puis dire, même pour des gens qui n'étaient pas trop fans des stats à la base ? Non, je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est du niveau collège, mais c'est vrai que ça se perd avec le temps. Donc oui, après, il y a des cours aussi de rattrapage, des remises à niveau. 26 startups et scale-up atteignent le statut très convoité de licorne pour cette année, que les EdTech, justement, entrent aussi au classement. Et ça tombe bien, Wilfried Granier, parce que c'est toi qui fais notamment ton entrée sur ce French Tech 120 avec Superprof. Tu fais ton entrée dans ce top, dans cette promo 2023. Pourquoi c'est important d'y être ? C'est une reconnaissance quelque part ? Ah bah oui, c'est une reconnaissance pour tout le travail qu'on fait. On va fêter nos 10 ans également. Donc nous, on suit depuis le début ce classement. Et c'était la première fois qu'on le tentait parce qu'on sentait qu'on avait aujourd'hui le potentiel de pouvoir accéder. Et effectivement, quand on reçoit le petit mot en disant « ça y est, vous êtes intégré au FT 120 », alors c'est le bonheur pour moi déjà personnel. Et puis après, le bonheur pour l'équipe quand même. On était tous derrière cette candidature. Et puis la rencontre avec le président qui est quand même le coach, le mentor en fait, qui nous donne de la motivation. Et non, c'est un bonheur absolu, Marjorie. Pour enrayer ces discriminations, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé le 30 janvier dernier un plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Alors ce plan, il est élaboré par la DILCRA, donc la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. C'est un plan qui est élaboré en concertation à la fois avec la société civile, les associations et tout ce qui est lieu de mémoire. Et alors son but, c'est de mieux former, mieux éduquer et mieux accompagner les victimes au quotidien. Ce qui n'est pas évident. Alors pendant 4 ans, si on suit ce plan, c'est-à-dire jusqu'en 2026, il y a un certain nombre de mesures, 80 je crois, qui vont être mises en place dans tous les secteurs de la société et notamment à l'école. Oui, tout à fait. Alors du côté des élèves, ce qui va changer, c'est l'organisation d'une visite historique ou mémorielle pour chacun d'entre eux au cours de leur scolarité. Donc ça comprend par exemple la visite d'un lieu de mémoire lié à l'esclavage, à la Shoah, un lieu qui relate l'histoire par exemple des gens du voyage. L'objectif aussi de la DILCRA, c'est également de quantifier ces phénomènes, de les expliquer pour mieux dresser un portrait. Donc il va y avoir des enquêtes de climat social scolaire qui vont être menées auprès des élèves du secondaire. L'objectif en fait, c'est de mettre en lumière leurs ressentis et de croiser ces données avec leur parcours scolaire. Et à la fin, donc, on aura tout un certain nombre de données qu'on pourra analyser. Et enfin, pour ceux qui souhaitent effectuer le service national universel, donc le SNU et le service civique, il y aura aussi des modules dispensatoires spécifiques liés à la question du racisme ou de toutes les discriminations. Quelle est l'importance des psychologues scolaires à l'école et surtout comment en former plus ? Parce qu'on a quand même le sentiment que c'est une denrée rare dans le milieu scolaire. Alors effectivement, c'est assez particulier, c'est le domaine un peu à part, c'est-à-dire que l'éducation nationale continue à utiliser des psychologues scolaires qui sont issus de l'éducation nationale, c'est-à-dire qui ont antérieurement été professeurs et ont suivi une formation complémentaire à l'université. Donc on ne peut pas, il n'y en a pas de recrutement externe à l'éducation nationale et effectivement il n'y a pas assez de psychologues scolaires puisque ce sont des personnes qui ont 5 à 7 établissements primaires par exemple pour un plein temps, donc il est évident que ça fait beaucoup, et qui doivent se répartir en observation des enfants en milieu de classe, faire des tests, animer des petits groupes. Donc c'est très très insuffisant actuellement, et au collège, c'est encore plus insuffisant parce que c'est vraiment des personnes qui deviennent psychologues, conseillers d'orientation, donc avec une double casquette. Et puis surtout au lycée, par exemple, il n'y a plus de psychologue.
Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très très bien articulé à mon sens et qui remet la demande sur les centres extérieurs mais qui sont eux-mêmes relativement saturés, surtout dans certaines régions. Gonzalez v. Google, c'est donc le cas qui est traité en ce moment même par la Cour suprême des États-Unis. Un débat qui fait rage. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a les défendeurs, la famille de Noémie Gonzalez, une jeune étudiante de 23 ans décédée pendant les attentats de Paris en novembre 2015. L'image, justement, de son décès et aussi de cette tragique disparition avait été utilisée, était remontée, en fait, dans l'algorithmie, notamment de Google, mais pas que. Twitter aussi en avait fait les frais. Ses parents ont décidé de porter plainte et de porter, justement, cette... cas devant plusieurs tribunaux jusqu'à la Cour suprême aujourd'hui, qui va du coup devoir débattre d'un article extrêmement intéressant en matière de constitution. C'est la section 230 du Communication Decency Act de 1996 qui donne aujourd'hui l'immunité aux plateformes quant à l'hébergement du contenu face à l'influence du contenu lui-même. En clair, ça veut dire que cette section 230, c'est de la kryptonite des plateformes en matière de statut hébergeur versus éditeur. Marion, tu connais ce débat par cœur, c'est un vieux serpent de mer, on en parle souvent ici dans l'école du futur. Est-ce qu'aujourd'hui, on va enfin devoir mettre les plateformes devant leur responsabilité? Il faudrait, nous militons, on va monter une asso si tu veux bien Marjorie, parce que je crois savoir ton point de vue sur la question. Non, il faut, parce que évidemment, c'est aussi, c'est ce qui fait que notre société tout entière, je parle du monde entier, est déstabilisée aujourd'hui. Elle est déstabilisée parce que les réseaux sociaux ont des algorithmes qui sont non transparents et dont on voit bien d'ailleurs, et pas seulement pour Twitter ou YouTube, mais aussi pour TikTok. On ne sait pas trop comment ils se comportent. Dans tous les cas, ils contrôle une partie de nos vies et de l'information particulièrement. Après, je ne suis pas certaine que ça aille jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire, la section 230, qui effectivement est l'arme je dirais, ultime de tous les GAFA côté publishers, enfin en tout cas les plateformes, l'histoire a montré que le sujet était loin d'être du côté justement de la justice. C'est la fin de ce zap et aussi la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, cooltv.com bien sûr pour voir tous les replays de toutes les émissions. On ne sait plus à combien là, 150 émissions à peu près. Beaucoup plus. Peut-être même plus, oui, c'est ça. Oui, donc une vraie richesse. Il y en a trouver des milliers carrément. De vidéos, oui. Ah, de vidéos, oui, certes, peut-être. D'émissions, je ne sais pas. En tout cas, une grande richesse que vous pouvez retrouver assez aisément sur YouTube, schooltv.com. N'hésitez pas. Aujourd'hui, on remercie à la réalisation Xavier Sanchez. Le son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, Laure Audemont, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Et le grand, l'immense Loïc Landreau. Oh, ça c'est gentil, j'ai beaucoup aimé ça. Oui, merci beaucoup. Je le fais très bien. À lundi, les amis.